Dans cet exposé, je vais vous présenter donc, quelques préliminaires pour comprendre ce que fait Poincaré dans le troisième complément de l'analyse situs et donc l'étude des groupes fondamentaux des surfaces algébriques. Et donc on va commencer par observer un petit peu topologiquement qu'est-ce que c'est qu'un revêtement ramifié double. Donc on commence par se donner quelques points P1 jusqu'à Pn dans le plan complexe et on va regarder la courbe algébrique d'équation z au carré égale produit des x moins pi, où i varie de 1 à n. Donc il s'agit en fait d'une surface de Riemann qu'on va appeler, comme indiqué dans le titre, revêtement ramifié double sur chacun des points, surface de Riemann. Donc on a une projection ici que j'appelle pi, donc j'appellerai S l'ensemble des couples x,z qui vérifient cette équation, et pi sera l'application de S dans C qui, à un couple z, x, va associer x. Et donc, je me propose d'expliquer topologiquement, de faire un dessin de cette surface de Riemann. Donc pour cela, on va tracer dans un plan que je dessine ici comme un grand carré, avec ici je vais marquer petit x pour indiquer que c'est le plan où vit la variable x. Je vais tracer des points, les points P1, P2, P3, P4, supposons qu'il y en a qui sont au nombre de 4. P4, voilà. Et on va tracer des coupures, c'est-à-dire un système d'arcs qui relie les points deux par deux sans se couper les uns les autres. Donc l'avantage d'avoir introduit ces coupures, c'est qu'à l'extérieur, dans le complémentaire de ces arcs, on peut définir z comme une fonction univoque de la variable x, c'est-à-dire on va pouvoir définir la fonction racine carrée du produit des x moins pi. Et donc cette racine carrée, on peut la définir dans un sens et l'autre, ce sera donc avec un signe moins, et ça va nous donner deux feuillets que je vais dessiner. Donc on va avoir deux copies du plan complexe, chacune représentant les deux déterminations de la fonction racine carrée. Et donc ce qui va se passer, c'est que chacune des deux coupures, on va les retrouver donc dans les deux copies du plan, et on va avoir des lèvres, c'est-à-dire on va ouvrir chacune des deux copies comme ceci. Donc, par exemple, la ligne rouge ici va être identifiée à la ligne rouge qui est là, tandis que la ligne rouge qui est ici est identifiée à la ligne rouge qui est là, et la ligne bleue qui est ici est identifiée à la ligne bleue qui est là, et la ligne bleue qui est ici est identifiée à la ligne bleue qui est là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer finalement? Imaginons que je me promène, par exemple, dans le plan complexe, que je fais cet arc-là. Que se passe-t-il dans le revêtement double si je relève cette courbe dans S? Eh bien, je vais avoir la chose suivante. Imaginons que je pars d'en bas. Au moment où j'arrive à la courbe rouge, je passe de l'autre côté ici. Puis, j'arrive dans le segment P3, P4 et je ressors comme ceci. Donc voilà le relevé de la courbe verte dans le grand F. On va voir donc comment Poincaré utilise donc cette représentation pour étudier la topologie des surfaces algébriques. Donc prenons une nouvelle feuille. Donc Poincaré s'intéresse à l'ensemble grand X, cette fois-ci dans C à la puissance 3, des triplets Z, X, Y, tel que z au carré est égal à f de xy, où f est un polynôme à deux variables. Et donc, ce qu'il considère, c'est que quand y est fixé, on est exactement dans la situation précédente. Regardons dans le plan des y, notons y1 jusqu'à yn, les valeurs de y, telles que le polynôme f de x, y, est que des racines simples. Donc des nombres complexes, tels que le polynôme qui a x associe f de x, y, et des racines multiples. Donc je vais tracer ici à droite le plan des y. Donc dans le plan des y, nous avons donc des points, des valeurs bien spécifiques, y1, y2, y3, où le polynôme a des racines multiples, et donc pour toutes les autres valeurs, tous les points qui évitent ces valeurs singulières, on va avoir qu'à y fixé. Si on regarde à l'ensemble des couples zx
tel que z carré est égal à f de xy, on a exactement la situation précédente. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que grand X est un fibré sur le plan des y, dont la fibre est justement une surface de Riemann ramifiée sur des points qui sont précisément les racines du polynôme f de xy. Donc ce que nous explique Poincaré, c'est que si par exemple on se donne maintenant une courbe qui évite les valeurs singulières et qu'on regarde l'ensemble des triplés z, x, y tels que y parcourt cette ligne verte, ce qu'on obtient, c'est un fibré sur le cercle dont la fibre est une surface de Riemann ramifiée. Et donc, en tant que fibré, cet ensemble vert ici va être isomorphe à la surface S, croît l'intervalle 0, 1, où on a identifié les éléments de la forme x,1 avec phi de x, 0, où phi, certaines applications de S dans S, un certain homéomorphisme. Et donc c'est ça qui va m'intéresser maintenant, je vais essayer de vous expliquer. Ce qu'on a fait avec la courbe verte, on peut le faire avec n'importe quelle courbe ici qui évite les points singuliers. Et en fait, on peut le faire donc de la façon suivante. On va choisir un point base, ici y0. Et pour chaque courbe ici dans le groupe fondamental de ce plan des y basé en y0, on va se donner un certain homéomorphisme de la surface grand S, qui sera justement la même courbe avec y égale à y0. Et ce qu'on obtiendra ici, ce sera presque une représentation de ce groupe fondamental. Ce qu'on va obtenir, ce sera une représentation du groupe fondamental ici de C privé des valeurs singulières, y1, yn, basé en y0, vers ce qu'on aimerait, c'est le groupe des homéomorphismes qui vont préserver l'orientation de grand S. Ce n'est pas tout à fait vrai, car il y a des choix ici dans la façon dont on détermine l'application phi. Ce qu'on va avoir, c'est quelque chose qui va être bien défini à isotopie près. Et ici, on obtient un objet qui est très très fameux et qui s'appelle le groupe modulaire de la surface grand S, et qui a certainement déjà été expliqué, notamment dans la vidéo de Nicolas. Ce qu'on va observer maintenant, pour bien comprendre la façon dont la surface est modifiée quand la valeur y tourne, c'est comment les racines du polynôme f de xy varient quand y varie. Donc pour cela, je vais introduire un nouvel espace et un nouveau groupe très fameux qui s'appelle l'espace des configurations. On note Cn. Cn, c'est l'ensemble en fait des parties P de C de cardinal n. Donc l'ensemble des parties à n éléments. Et donc je vais choisir un point base dans cet ensemble. Je vais prendre le point P0 qui sera simplement l'ensemble 1 jusqu'à n. Et le groupe fondamental de cet espace de configuration, Pi1 de Cn basé en P0, est un groupe très célèbre qui s'appelle le groupe de tresses et qu'on note traditionnellement Bn. Donc pourquoi ce groupe intervient naturellement dans cette histoire? Parce que donc, si je me donne y que je vois comme un chemin de 0, 1 dans C qui, disons, évite les valeurs singulières, eh bien l'application qui a T associe les racines du polynôme f de x et y de t. Comme y de t ne prend pas une valeur singulière, ce polynôme a n racines. Donc en fait, cette application n'arrive pas dans C, mais dans cet espace de configuration C indice n. Et donc comment est-ce qu'on représente traditionnellement un élément de ce groupe de tresses? Eh bien, on va tracer ici une application gamma qui va de 0,1 dans Cn. Eh bien, on va dessiner l'ensemble formé par les éléments de la forme gamma de t, virgule t, comme une partie de C croix 0,1. Et c'est ceci qu'on va dessiner, qu'on va appeler une tresse. Donc je vais faire un exemple. Imaginons que notre polynôme ait au départ des racines qui sont simplement ces trois nombres complexes. Eh bien, quand le polynôme va évoluer, ces racines vont se permuter entre elles. Et par exemple, la première va passer devant toutes les autres pour arriver ici. La deuxième ici va se croiser comme ça.
et la dernière va passer, disons, derrière. Et à la fin, donc on obtient un dessin typique d'une tresse, c'est-à-dire des brins ici qui montent et s'entremêlent, et qui est le film, en fait, du mouvement que font les racines du polynôme en fonction du temps. Donc ce qui nous intéresse finalement, c'est de comprendre, quand les racines se bougent entre elles, comment la surface de revêtement double est transformée. Et pour cela, il suffit de savoir donc, que ce groupe de tresses est engendré par des éléments bien particuliers, très simples. Donc le Bn, en tant que groupe, est engendré par des permutations sigma i, donc des générateurs sigma i, qui consistent à faire la chose suivante. Le brin numéro i passe devant le brin numéro i plus 1, tandis que les autres racines ne bougent pas. Donc nous avons ici une représentation schématique du ième générateur du groupe de tresses. Et c'est précisément ce qui apparaît quand on tourne autour des valeurs singulières y de tout à l'heure. Donc quand on fait le tour d'une seule valeur singulière, deux racines sont échangées. Et donc on va maintenant faire un dessin du revêtement double quand on échange simplement deux racines. Je vais maintenant faire un dessin de la surface quand on va permuter deux racines. Et donc dessinons ici le plan des x. Eh bien, nous avons deux racines et nous allons imaginer que la première racine va remplacer la deuxième et la deuxième va remplacer la première, suivant ce dessin-là. Donc au niveau du revêtement double, je vais faire le dessin ici. Donc, nous avons la première copie du plan C, la deuxième, et notre système de coupure. Donc je vais bien entendu choisir comme arc l'arc qui relie directement ces deux points. Et nous avons ici les deux coupures avec les lèvres, disons la lèvre supérieure qui est identifiée à celle-là, et la lèvre inférieure identifiée comme ceci. Et maintenant, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe si je m'amuse à échanger les deux racines. Donc, c'est pas facile de comprendre dans le dessin qu'est-ce qui se passe. Et pour cela, je vais simplement faire un dessin d'une courbe qui, par exemple, traverse entre les deux points. Et je vais essayer de la suivre dans le dessin de droite. Donc, si je prends une courbe ici qui passe simplement entre les deux points, et que je commence à la relever ici en supposant, par exemple, que je pars d'ici, eh bien, il est clair qu'elle va arriver jusqu'à la lèvre rouge et elle va repartir par la lèvre rouge, comme ceci. Donc je vais tout de suite remplacer ce dessin par un dessin un peu plus schématique, que je vais dessiner comme ceci. Je vais simplement dessiner un plan qui nous permettra de faire des dessins un peu plus rapides. Et je vais dessiner en pointillé la courbe quand elle est sur le plan du dessus. Donc la courbe verte, je vais la dessiner comme ceci. À partir du moment où elle passe dans le plan du dessus, je la dessine en pointillé. Donc maintenant, je vais simplement représenter la nouvelle courbe après avoir échangé. Et je vais maintenant essayer de dessiner qu'est-ce qui se passe quand je tourne les points comme j'ai représenté ici. Donc si vous imaginez que ceci est en caoutchouc et que vous faites cette opération-là, vous voyez que la courbe verte, donc je vais dessiner à nouveau les deux points, eh bien la courbe verte, elle va contourner le premier point et puis elle va continuer tout droit comme ceci. Simplement parce que j'ai permuté les deux points, la courbe verte s'est déformée comme ceci. Et je vais dessiner maintenant la nouvelle courbe verte, commence par contourner le premier point, puis elle traverse la coupure, et donc elle change de feuillet, et puis elle continue dans l'autre feuillet. Et donc je voudrais expliquer maintenant, donc, dans un nouveau dessin, comment est-ce qu'on a fait pour passer de cette courbe verte à cette courbe verte. Donc en fait, ce que je vais expliquer, c'est qu'il y a une courbe qu'on appelle un cycle évanescent, une courbe sur la surface, le long de laquelle on a fait un twist de Den. Donc qu'est-ce que c'est que cette courbe évanescente? Eh bien, c'est simplement, je vais dessiner par exemple en violet, c'est la préimage de cet arc ici, qui est simplement, finalement, on peut imaginer que c'est cette courbe, la réunion de la courbe rouge et de la courbe bleue, qu'on identifie à la réunion de la courbe rouge et de la courbe bleue dans le dessin du dessous. Mais si je dessine simplement un trait, on ne va pas voir que c'est une courbe. Et donc je vais la dessiner en la grossissant un petit peu, je vais la dessiner comme ceci. Donc pourquoi je la dessine comme ça? Eh bien effectivement c'est bien la même courbe parce que si on la rétrécit en la tassant jusqu'à ce qu'elle soit plate, ça sera bien la même courbe que précédemment. Donc ce que je voudrais expliquer maintenant, c'est que l'image de la courbe verte de départ par le twist de Den sur la courbe violette est exactement la nouvelle courbe
verte. Donc, je vous rappelle ce qu'on appelle un twist de Den. Donc, imaginons qu'on a une surface qui est un tore, mais en fait c'est beaucoup plus général que ça, sur laquelle il y a une courbe plongée comme ceci. Et imaginons qu'on a une courbe qui la traverse comme ceci une fois. Eh bien, quelle va être l'action du twist de Den de la courbe violette sur la courbe verte? Eh bien, ça va être justement la courbe qui consiste à prendre la courbe verte. Une fois qu'on arrive à la courbe violette, on suit la courbe violette. Et puis, une fois qu'on a fait un tour complet, on reprend la courbe verte. Donc je vais maintenant essayer d'expliquer que c'est exactement ce qui s'est passé là-bas. Donc je refais le dessin de tout à l'heure à droite avec les 2 points marqués. Donc vous avez la courbe violette qui était la courbe comme ceci. Et regardons maintenant la courbe verte qui passait comme ceci et qui continuait en changeant de feuillet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous arrivez précisément à la courbe violette? Eh bien, vous suivez la courbe violette, vous la continuez, vous la suivez, vous la suivez, vous la suivez, vous la suivez, jusqu'à arriver quasiment au point de départ, et cette fois-ci, vous continuez tout droit. Un petit exercice de visualisation vous convaincra que la nouvelle courbe verte que j'ai obtenue comme ceci est précisément la même que l'autre fois. Donc la conclusion de cette affaire, c'est que l'effet d'échanger 2 racines, c'est la même chose que faire un twist de Den sur cette courbe violette qu'on appelle un cycle évanescent. Donc en fait, nous avons, pour résumer, une représentation du groupe de tresses Bn, donc appelons-la ρ, dans le groupe modulaire mode de S, où S, c'est la surface de revêtement ramifié sur les n points de départ. Et la propriété de cette représentation, c'est que le générateur sigma i a pour image un twist de Den sur la courbe gamma i évanescente. Qu'est-ce que c'est que cette courbe gamma i? C'est précisément la préimage dans le revêtement ramifié d'un petit arc qui relie le point i et le point i plus 1. Donc ça, c'est une propriété clé qu'utilise Poincaré dans son 3e complément sans vraiment l'expliciter.